Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous enregistrer et vous filmer pendant que vous allez parler de votre vie. Je vais donc vous poser quelques questions. Comment vous appelez-vous? De mon nom de jeune fille, Eliane Bertin. Dite Lily, un diminutif qui m'a poursuivi, si je puis dire, toute ma vie. De votre nom de jeune fille et de votre nom actuel? Eh bien, j'ai épousé un monsieur Picot, Fernand, donc je m'appelle Madame Eliane Picot. Et que faisaient vos parents? Eh bien, mes parents étaient cultivateurs, diverses cultures, la vigne, le blé, l'élevage, multiculture, comme ça se fait beaucoup par ici, des fermes individuelles. Et vous êtes né quand? Eh bien, le 15 avril 1924. Et où ça? Ah ben, à Breuillé, chez moi, je suppose. À ce moment-là, les accouchements avaient lieu à domicile, fait par un médecin ou une sage-femme. Quand vous dites Breuillé, quel Breuillé? Breuillé, bien, en Charente-Maritime, petite localité, petite commune, de cultivateurs en grande majorité, de petits commerçants situés à peu près à mi-chemin entre l'océan et la Seudre, dans la presqu'île d'Arvert. Aviez-vous des frères et sœurs? Bien, j'étais précédée par deux frères, l'un qui avait 10 ans et l'autre 7 ans à ma naissance. Donc vous étiez la petite dernière. Benjamine, la petite dernière. Quelle était votre activité principale dans votre vie? Ah, alors là, c'était d'un bon. L'activité principale, elle était pas spécifique, j'ai pas eu de métier proprement dit. J'ai plutôt secondé jusqu'à mon mariage mes parents, et puis c'était l'époque de la guerre, et il y avait beaucoup à faire. J'ai fait les travaux des champs, qui m'ont d'ailleurs fort bien réussi, puisque je me suis beaucoup mieux portée à partir de cette époque-là. Et après, j'ai servi de secrétaire, un peu quoi, à mon mari qui était artisan, plombier. Et au niveau des loisirs, quelles étaient vos activités, ou quelles sont encore aujourd'hui vos activités? Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller danser. Malheureusement, pendant la période de la guerre, il n'y avait que des bals clandestins où je n'allais pas. Mais après la guerre, comme je me suis mariée qu'à 27 ans, j'ai encore eu le temps d'aller au bal, j'aimais beaucoup ça. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Nous allons revenir à votre naissance. Vous nous avez donc dit que la naissance a eu lieu à la maison familiale, mais pouvez-vous nous dire encore un petit peu plus de cette naissance? Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça? Ça, je m'en sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma naissance. Qu'on vous aurait rapporté? Eh bien non, pas tellement. Ma grand-mère maternelle, qui avait 2 petits-fils déjà, a dit enfin, Emma, c'était ma mère, Emma a une petite fille, d'un air satisfait certainement. L'accouchement avait été normal, facile ou... Oh, ben, ça j'ai pas trop, c'est normal je pense. Et On avez-vous... m'en parlait pas beaucoup de ces choses-là autrefois, j'ai jamais su si ça avait été facile ou difficile. Qu'est-ce qu'on vous disait alors à propos des naissances? Quand un bébé naissait. Chez moi, c'était le médecin qui apportait les bébés et ça, l'époque voulait ça, fallait cacher ça aux enfants le plus longtemps possible. C'était pas la cigogne. Et donc j'avais 10 ans quand on a levé un tout petit coin du voile en disant qu'il poussait dans le ventre. J'ai voulu en savoir plus, mais c'était assez pour une première leçon. J'ai su le reste par la suite avec des camarades. Non, mais... Avez-vous eu une enfance heureuse? Dans l'ensemble, oui. J'ai de bons souvenirs de mon enfance, qui n'étaient pas tout à fait comme celle d'aujourd'hui, mais enfin, j'avais des parents qui étaient des gens estimés, des gens honnêtes, des gens de bon service, enfin, travailleurs, très travailleurs. Oui, je crois qu'ils m'ont inculqué, sans me faire beaucoup de leçons, mais qui m'ont inculqué un peu leurs principes, quoi. Et quels étaient vos jeux?
Ah, ça, on jouait beaucoup. On n'avait pas énormément de jouets, j'en avais quand même quelques-uns, mais on était très imaginatifs. Et j'ai joué, j'ai presque honte de dire, parce que jusqu'à 13 ou 14 ans. J'avais des camarades, j'avais pas de frères et sœurs de mon âge pour jouer, mes frères n'étaient pas vraiment des camarades de jeu, mais j'avais beaucoup de copines. Et vous jouiez j'aimais beaucoup à quoi? J'aimais beaucoup à la poupée. Les premiers jeux que j'ai faits, et à la suite d'une maladie, la scarlatine, je faisais beaucoup de découpage. Je découpais dans des catalogues, des figurines d'enfants, garçons et filles, auxquels je mettais des prénoms et des âges. C'était toute ma petite famille que je manœuvrais. Et si vous deviez retenir un événement marquant de votre enfance, ce serait lequel? Ah, marquant à quel point de vue? Moral ou physique? Dont vous vous souvenez particulièrement, qui a marqué votre vie? Heureux ou malheureux? Je me souviens d'un événement qui m'a marqué physiquement, douloureusement. Je m'amusais à ce moment-là avec un petit camarade qui venait l'été. On faisait des peintures, on s'amusait à peindre sous un hangar. Et on avait des petits fauteuils, des petits sièges pliants. Et malheureusement, en me rapprochait, j'ai mis mes mains et le siège s'est écroulé, s'est affaissé sur mes mains qui étaient prises en sandwich. Ça m'a fait une coupure, une entaille dont j'ai encore la marque, et très douloureuse. J'ai vraiment eu très mal. Et puis d'autres, des glissades, j'ai tombé souvent. Et quel genre d'enfant étiez-vous? J'avais des qualités et des défauts comme tous les enfants. Je crois que j'étais quand même assez scrupuleuse, mais j'aimais avoir raison et pouvoir le prouver quand c'était possible. Mais je répondais facilement à mes parents, ce qui me valait des claques, des taloches, parce que un exemple, par exemple, où j'aimais pouvoir prouver que j'avais raison quand j'étais à peu près certaine d'avoir raison, j'avais un devoir à faire à la maison, un problème on faisait à ce moment-là les problèmes de train qui se croisent, et au moment, la tête du train doit-elle être la plus proche de Paris ou d'un endroit vers lequel il se dirige ou il s'est dirigé. Et alors j'avais fait ce problème à la maison, et j'étais convaincue d'avoir raison, et quand le lendemain je l'ai présenté à mon institutrice, elle m'a dit non, tu te trompes. Là j'étais berluche. J'étais convaincue qu'elle se trompait. J'en ai parlé à une autre institutrice qui était notre voisine, une dame fort aimable. Je lui ai expliqué, j'ai expliqué à mes parents, j'ai expliqué à mes cousines. Toutes me disaient, mais c'est toi qui as raison. Le lendemain, l'institutrice, ma voisine, en a parlé à celle de la grande classe dans laquelle j'étais. Mais elle n'a pas voulu en convenir, elle a dit que j'étais têtue. Alors, pour finir de me convaincre, elle m'appelle à son pupitre. « Ayons, Iliane Bertin, puisque tu prétends avoir raison, viens voir ici sur ce livre. » J'y vais, résolue, sûre de moi. Et au dernier moment, c'est elle qui avait tort. Et c'est moi qui avais raison. Bien, j'ai changé ta note. Mais ce n'était pas le coup d'avoir ma note changée qui m'intéressait. C'était le coup qu'on ait reconnu enfin ce dont j'étais à peu près certaine. Donc vous avez toujours eu... J'aimais quand une vérité s'appuie à moi. Un sens aigu de la justice, donc. Comment? Un sens aigu de la justice. Oui, d'amour-propre aussi, de justice. Je me souviens de ça parce que c'est un truc qui m'avait marqué dans ma période écolière. Puis vous avez grandi? Oui. Vous souvenez-vous de votre premier amour? Ouf! Amour. Des béguins plutôt. Je me rappelle pas d'avoir été follement amoureuse d'un garçon. J'avais ce qu'on appelait des béguins et qui se transformaient quelquefois, quand c'était réciproque, en flirt. Oh, c'était pas très méchant.
C'était pas comme à l'époque d'aujourd'hui. La pilule n'existait pas, puis les mœurs n'étaient pas appel. On se bécotait un peu sur la bouche, au mieux. On se sortait ensemble, on dansait ensemble. Ça se bornait à peu près à ça. Hein. Mais on avait des béguins, quand même, mais qui quelquefois s'évanouissaient aussi peu de temps après. Je crois savoir, compte tenu de votre âge, que lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, vous étiez jeune fille. Oui, j'étais à peine sortie de l'adolescence. J'avais 15 ans quand la guerre a éclaté. Et 15 ans et 21 ans quand elle a terminé, ce qui fait que une période de ma jeunesse a été prise dans cette tourmente. Une tourmente qui pour nous a été bien peu méchante à côté des supplices et des souffrances rendues à certains. C'est après surtout qu'on s'en est rendu compte. Donc, bon, il y avait quelques privations, mais le fait que mes parents étaient agriculteurs, on en souffrait moins que d'autres. On avait quand même à manger, même s'il fallait beaucoup être ingénieux, fabriquer soi-même des paires de sandales, des vêtements, transformer des vieux chandails en des neufs, en les faisant carder par des vieilles personnes qui savaient encore filer à la quenouille, enfin, beaucoup de choses. Mais les Allemands, on a subi l'occupation. Heureusement pour nous, c'était des soldats de la Wehrmacht. À force de les côtoyer, il y en a même certains qu'on trouvait presque sympathiques, mais on ne connaissait pas encore d'abord toutes les horreurs, les souffrances endurées par certains. Alors, c'était relativement bien passé. Mes frères sont revenus, un frère est revenu, l'autre, ainsi que 2 cousins germains ont été faits prisonniers. Mais c'était un moindre mal. On savait qu'ils avaient une grande chance de revenir. Et ils sont revenus. Mais je crois savoir, quand vous dites on a subi l'occupation, que vous aviez des Allemands au sein même de votre maison. Il y avait de la place disponible. On avait 4 chambres. La chambre du rez-de-chaussée était occupée par un Allemand. Et dans la salle à manger avait lieu souvent des réunions d'Allemands, même surtout à la fin, là, quand il y avait quand il y avait cette fameuse poche de Royan qui était encerclée et qu'il fallait nettoyer, il y a eu des conférences qui sont tenues dans la salle à manger de mes parents. Mais j'étais évacuée à la fin parce que les bombardements se rapprochaient. On avait c'était la période peut-être la plus dure quand même parce que on n'avait qu'un petit coin de paillé où se réfugier dès que les avions passaient. Les avions qui venaient pour nous libérer, n'étaient pas des avions allemands. Et puis il y a eu le bombardement de Royan. J'allais vous en parler. Vous l'avez entendu ce bombardement? Ah, on a entendu, on a vu des éclairs dans le ciel, mais on ne pensait pas que Royan pouvait être bombardé, étant donné qu'il était occupé par les Allemands. Et c'est surtout les civils qui ont dérouillé. Certaines personnes de Breguet sont allées à Royan le lendemain pour y faire des achats. Elles étaient absolument bouleversées, effondrées. Sont revenues en disant « il n'y a plus de Royan ». Il n'y a plus de Royan. Royan était qu'un tas de pierres et le centre de Royan. Et vous-même, vous avez vu... C'est tous les civils qui ont dérouillé. Et vous-même, avez-vous vu Royan dans cet état-là la oui, première fois pas aussitôt, parce que j'étais assez impressionnable et je n'y suis allée qu'après qu'ils ont eu déblayé les corps. Il y a quand même, heureusement, Royan était en grande partie évacué, mais il y a encore eu des civils qui sont restés, qui sont malheureusement restés sous les décombres. C'était une période assez hallucinante et qui nous a donné vraiment l'impression d'être dans la guerre. Et bien sûr, vous vous souvenez de la libération. Qui allait terminer. Je dis, bien sûr, vous vous souvenez de la libération, ça a dû vous laisser ça... Eh bien, la libération, je ne l'ai pas vécue, en somme, puisque comme il y avait des bombardements, on allait se réfugier sous un petit coin de paillé assez précaire. J'avais mon frère aîné, ma belle-sœur qui avaient leur premier enfant petit dans un berceau, et quand on entendait les alertes, on allait se précipiter dans ce coin de paillé qui se réduisait au fur et à mesure, puisqu'on s'en servait pour les bêtes.
Et à la fin, ça devenait de plus en plus fréquent. Les bombes tombaient de plus en plus près de chez nous, à 2 kilomètres à peu près. Et comme les personnes avaient été obligées d'évacuer, sauf les cultivateurs, je n'étais pas obligée d'évacuer, mais j'ai évacué volontairement avec le laissez-passer. Et vous avez évacué donc pour quelle région? Vous êtes parti où? On est parti d'abord dans les Landes, où on a passé quelques jours. J'étais avec ma cousine Germaine, un petit cousin, et puis ma tante, la mère de ma cousine Germaine, Alice. On était dans les Landes quelques jours, après elle a rejoint sa sœur, qui était évacuée en Dordogne, et moi je suis allée chez des amis de mes parents à Cognac. Et vous êtes revenu donc, vous êtes revenu à Breuillé, donc oui, quand on a su que le coin était libéré. Voilà, ouais. Mais le plus fort, c'est que j'ai eu des difficultés à pouvoir pénétrer, à pouvoir retourner chez nous. J'ai dit ça, j'avais emprunté des personnes de Saujon, m'avaient prêté un vélo, et arrivé au carrefour, qu'on appelait le carrefour de Fontenay, je me trouve face à face avec des FFI qui m'ont dit: vous n'avez pas le droit de rentrer. Ah ben là, j'étais éberluée. J'ai dit: on est libérés, on est quasiment moins libre quand il y avait... Alors, j'ai dit: mais je vais dans ma famille, j'ai mes parents, je les ai suppliés. Alors quand même, ému pas, j'avais 21 ans, ils ont fini par me laisser passer. Et je suis arrivée chez nous, bien heureuse de retrouver mes parents et ma famille sains et saufs. Enfin ça, je savais qu'ils étaient sains et saufs. Bon, et ensuite, vous êtes mariés? Oui, oh, mais pas aussitôt, attendez. Alors, aussitôt, on n'a plus été occupé par les Allemands, on a été occupé par les FFI, avec qui on s'en est donné à cœur joie de danser, de s'amuser, de flirter. Et puis, bon, ils ont fait quelques bêtises eux aussi, parce que pire qu'en faisaient les Allemands, qui disaient toujours « nous correct ». Enfin, ça dépend de jusqu'à quel point. C'est-à-dire, quelle bêtise? Qu'ils ont fait les FFI. Oui. Oh, ben ils ont égorgé un veau pour le manger, par exemple, chez une cousine. Enfin, bon, ils n'ont pas tué personne, ça n'a pas été dramatique quand même, quoi. On était quand même contents d'être libérés. On a beaucoup dansé. Là, on manquait pas d'hommes et de pour danser. Donc vous avez fait la fête? On faisait la fête un peu, oui. Mais les restrictions n'étaient pas terminées pour autant. On avait encore des difficultés d'avitaillement. Ça n'a pas été du jour au lendemain qu'on a tout trouvé. Mais enfin, chez nous, comme je l'ai déjà dit, on était assurés déjà de pouvoir manger notre faim, ce qui était déjà bien beau. Bien. Et alors, votre mariage, quand même. Voilà. Alors, je me suis amusée pendant que je ne me suis pas mariée aux aurores. Oui, voilà, oui. À l'époque, c'était se marier tardivement. J'avais 27 ans. Et c'est un bal que j'ai rencontré, Fernand Picot, que j'ai épousé par la suite, après des fiançailles inexistantes, mais enfin après des fréquentations assez rapides. Et je me suis mariée la même année où j'ai connu mon mari pour la première fois. C'était un 1er avril, et c'était pas un poisson d'avril. Et vous êtes mariée? Il était plus jeune que moi. Ah. Voilà. Quand on se mariait un petit peu tard, à 27 ans. Aujourd'hui, d'abord, on se marie moins. Les temps ont tellement changé. Et voilà, pour ma jeunesse. Donc, une page de tournée. Je me suis mariée le 4 août 1951. Donc assez peu de temps quand même après avoir rencontré l'homme de votre vie. Oui. On faisait aussi, parmi les distractions qu'on faisait, que j'ai beaucoup apprécié, même auquel Fernand, mon fiancé, enfin je me fiançais entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu de fiançailles, mais c'était le théâtre organisé par les pasteurs. Par 2 pasteurs, monsieur Portal d'abord, monsieur Blanc ensuite, qui aimait beaucoup ça. Et il a laissé entendre le jour de mon mariage, de la cérémonie, que j'avais été excusez si ma modestie, si mon orgueil en souffre, que j'étais un de ses meilleurs éléments. J'aimais beaucoup ça. Et quel avait été votre rôle préféré alors au théâtre, dans ce théâtre amateur?
Un rôle qui vous a mais j'ai marqué? bien aimé la mégère apprivoisée, Ah, qui définit un peu mon caractère. Tantôt assez volcanique et tantôt porté à des sentiments plus altruistes et plus compatissants. bon, et vous J'en ai avez... chaud. Vous dites si vous voulez qu'on fasse une pause... Hein? Vous dites si vous voulez qu'on fasse une pause ou remettre... Oui, je vais sortir mon pullover. Bon, on peut continuer, sinon on peut faire la suite de l'enregistrement un peu plus ben tard. c'est que ça, c'est comme tu voudras. Ma mise en pli. Bon, alors on va continuer, hein, mais s'il y a un petit peu de fatigue, pas de problème pour faire une pause. Bon, alors, avez-vous eu des enfants? Ah, j'en ai mis au monde des enfants, mais finalement, je n'en ai eu qu'une. La maternité auquel j'aspirais pourtant vivement, mon premier enfant est mort prématurément et n'a pas vécu. Ça a été un regret, mais je n'ai eu qu'une idée en tête. Né prématurément, vous avez dit mort prématurément. Mort prématurément. Non, mais, oui, mais né aussi. Né aussi Oui, enfin, mort né aussi, prématurément oui, les deux, et mort peu de temps après sa naissance. Mais j'ai entendu ses cris quand même, des vagissements. Et, bon, ensuite j'ai eu la chance, j'étais pas découragée du tout, et j'ai eu la chance de tomber enceinte de celle qui était ma fille unique. Enfin, tendrement désirée, mais... Et ensuite? Et bien ensuite, ben, on a été très heureux de cette naissance, bien sûr, mon mari et moi. La mort de maman, assez peu de temps avant son baptême, auquel elle se faisait une joie. C'était pour moi une grosse contrariété, plus qu'une contrariété, un chagrin. Surtout que mon père restait avec la maladie de Parkinson et elle appréhendait tellement de mourir avant lui. Elle avait un pressentiment sans doute. Bon, enfin, j'ai repris le dessus. Mais vous avez... Et je me suis consacrée tout à ma fille et j'espérais quelques années plus tard pouvoir lui donner un frère ou une sœur. Mais malheureusement, ça ne venait pas. Ça s'est présenté, elle avait 9 ans. Mais malheureusement, c'était encore loupé de ce côté-là, puisque j'ai même failli y laisser la peau, si on peut dire. C'était une grossesse extra-utérine. J'avais 40 ans et les docteurs m'ont laissé peu d'espoir d'avoir un autre enfant. Alors, quelques années plus tard, mais bien plus tard, j'ai élevé un petit garçon qui était un petit peu abandonné moralement, auquel j'avais envie de donner un peu d'une enfance et une vie plus heureuse. Je suis un peu émue. Ben, c'est normal. Et... Ma déception était partagée par ma fille qui avait 9 ans lorsque cette grossesse extra-utérine est arrivée. Et la première parole qu'elle m'a dit en venant me voir à l'hôpital, « Quel dommage, maman, crois-tu » Mais donc le troisième enfant, vous l'avez eu sans le mettre au monde, mais vous l'avez eu comme... Enfin, le troisième enfant. Deuxième enfant. Là, qui est venu après, mais bien plus tard après la mort de ses parents, un fils adoptif. C'était un neveu du côté de mon mari. Donc vous avez 2 enfants légitimes. On a 2 enfants légitimes. Et avez-vous des petits-enfants? Oui, heureusement. Leur naissance n'a pas été sans problème là aussi, mais enfin, j'ai eu 2 petits-fils que j'ai beaucoup aimés, beaucoup chéris. Cédric et Charlie, qui sont maintenant des hommes, qui ne sont pas encore mariés. Je n'ai pas arrière-grand-mère, malgré mon âge assez avancé, 88 ans. Enfin, tant pis.
Il n'y a rien de perdu encore, Rien ils sont de encore perdu. jeunes. J'espère. D'ailleurs, je suis sûre que ma fille serait heureuse d'être grand-mère. Et avez-vous eu des animaux? Ah oui, ça, on a eu des animaux. Je vois qu'il y a d'ailleurs une chatte à côté de vous Chez actuellement. mes parents, et là, on a eu toujours des animaux, chiens, chats. Le chien qui nous a le plus marqué, celui qu'on a eu le premier, c'est pas le premier a eu une courte vie, s'est fait tuer par une auto. On a eu un chien qui nous a beaucoup marqué, c'est Dick, qui nous suivait même dans nos voyages quand nous pouvions l'emmener. C'était un chien qui avait mal débuté dans la vie parce qu'il tuait des poulets qui appartenaient à de la famille ou à des voisins. Mais enfin, après, il s'est calmé, il a compris la leçon et il a été un chien adorable. Très intelligent et très bon compagnon. On l'a beaucoup regretté. Mais je vois qu'à côté de vous, vous avez un chat. Ah oui, ça c'est notre Mimine. Je sais pas, 7 ou 8 ans, on avait dit maintenant qu'on prend de l'âge, on n'aura plus d'animaux parce qu'ils risqueraient de nous survivre et après, que viendront-ils? Parce on avait horreur l'un et l'autre de voir des animaux malheureux. Et puis cette chatte appartenait à une voisine qui l'a délaissée un peu quand elle partait. Et puis elle a vu sans doute qu'il y avait peut-être de quoi fricoter chez nous. Elle est venue, elle s'est presque imposée à nous. Et depuis, on a notre Mimine, qu'on aime bien, qui se fait vieille elle aussi. Voilà. Bon, on va revenir un petit peu sur le travail. Donc, vous avez assisté dans un premier temps vos parents, ensuite Oui. votre mari. Oui, ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez eu aussi une autre activité Non, je peux pas dire que j'ai eu un métier. J'ai aidé surtout. D'abord mes parents, en sortant de l'école, parce que j'étais disposée à continuer des études, et puis ça devenait ardu, ça ne me réussissait pas, j'ai fait une première dépression, ces dépressions qui ont si souvent été un travers de ma vie assez désagréable. Enfin, j'ai laissé mes études, j'en étais pas bien loin, j'avais 2 ans après le certificat d'études qu'on obtenait à 12 ans. J'étais assez bonne élève, je comptais devenir institutrice. Et puis, le travail à faire à la maison me laissait aucun répit. J'aspirais à revenir à la campagne, aller dans les champs, avoir de la liberté. Et c'est ce que j'ai fait, je suis retournée chez nous. Et là, je me suis mise à me mieux porter, à sentir comme un vent de liberté. Je suis une rurale, dans le fond. J'aime la campagne, mais je suis une rustique. J'ai failli me marier avec un Parisien. Bon, ça a cassé. C'était la spécialité un peu de la famille. Les fiançailles se rompaient facilement. Et puis, ma foi, j'ai pas regretté parce que je n'aurais pas fait une bonne citadine. Je suis assez rustique dans l'âme. Ah. Mais je crois savoir que vous avez fait des petits travaux de couture. Ah ou oui, un... aussi, oui, ma mère a vu qu'il fallait peut-être que je m'oriente vers un métier. Alors, comme j'étais assez douée pour des travaux de broderie ou qui s'apparentaient à la broderie, j'ai fait chez une cousine elle était malheureusement veuve de guerre et revenue dans le pays. J'ai fait des smocks, des petits travaux pour des robes d'enfants. Et j'aimais ça, et puis l'ambiance était très bonne chez elle. Et ça avait lieu où, ça? Eh ben, j'en faisais chez moi, mais j'en faisais aussi au petit atelier de couture. Qui était situé à Qui était situé à Saint-Palais. Où vous demeurez actuellement? Où je demeure actuellement. Je suis devenue Saint-Palaisienne puisque la maison qui m'a été échue est celle de mes grands-parents. Où j'ai passé les 2 premières années de ma vie conjugale, mais où je ne me plaisais guère. Il n'y avait pas de jardin, elle n'avait pas été relookée, si on peut dire. Elle sentait les vieux papiers moisis, les vieux meubles. J'étais très heureuse quand je suis venue habiter dans cette maison actuelle qui vient
d'un oncle et d'une tante dont nous étions les héritiers. Bien. Et avez-vous voyagé? Ah ben oui, quand même, un petit peu. On n'a jamais été beaucoup au-delà de nos frontières. Mais le premier voyage que j'ai fait, c'est peut-être celui qui m'a marqué, mais j'étais encore enfant. Un jour, mon père m'a dit, tu sais, au mois de septembre, on va aller faire un voyage dans les Pyrénées. Parce que nous avions une voiture. Ça, j'ai toujours connu une voiture chez nous. C'était d'abord un instrument de travail qu'un objet de loisir. Et aller dans les Pyrénées, j'étais peut-être la seule de ma classe à faire un voyage, ou presque. Ah ben ça m'avait... Mes parents avaient hésité à m'emmener parce que je ne mangeais pas, j'avais pas d'appétit. Alors quoi, ils faisaient fausse route? Parce que les Pyrénées, que nous avons visitées, avec un cousin, une cousine, qui était aussi ma marraine, je me suis très bien portée et l'air de la montagne m'avait fait dévorer, je mangeais, j'avais retrouvé un appétit que je n'avais pas beaucoup étant enfant. Voilà. Là, j'ai rapporté des vues stéréoscopiques, on a visité les montagnes, les grottes, enfin, c'était très bien organisé, un voyage qui n'a duré une petite semaine, mais qui m'avait beaucoup marqué. Et après, j'en ai fait d'autres par la suite. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, terminé. Aujourd'hui, terminé. Et autrefois, est-ce que vous aviez la radio, par exemple? J'imagine que la oui. radio, elle est arrivée tardivement. Ah bon? Elle est arrivée... Bon, il y a eu des bruits de guerre en 1938. Alors, mes parents ont dit à celui qui était venu présenter, on n'appelait pas la radio, on appelait la TSF, c'était des instruments assez monumentaux. Mon père n'a pas voulu l'acheter parce qu'il y avait des bruits de guerre qui couraient et il ne voulait pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on s'en est bien servi pourtant après. Et puis bon, ça s'est arrangé provisoirement jusqu'à l'année suivante, 38 à 39, et quand les bruits de guerre ont cessé provisoirement, mon père s'est décidé à acheter la TSF. Un instrument presque aussi monumental qu'une télévision. À cette époque-là, on ne disait pas la radio, on disait la TSF, et qu'on a été bien content d'écouter. Et TSF, ça veut dire quoi, TSF déjà? Télégraphie sans fil, je crois. Ah d'accord. Attention. Ouais, ça doit être ça. Et quelle a été la découverte qui vous a le plus impressionné? Des découvertes, ça, il y en a eu beaucoup. Je oui, crois que j'ai vécu une période où les choses auxquelles on n'osait même pas penser sont arrivées. Ça a été... Bon, quand je suis née, il y avait peut-être l'électricité tout juste, elle ne servait qu'à s'éclairer, et après il y a eu le gaz. L'eau n'est arrivée qu'à la période de mon mariage en 1951. C'est mon mari lui-même qui était plombier qui a installé l'eau chez mes parents. Et il en a fait son métier. Et puis, un événement qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on pensait que c'était invraisemblable, ça a été le débarquement des hommes sur la Lune. Alors ça, même ma fille qui avait une quinzaine d'années s'y est intéressée à ce moment-là. C'était impensable alors qu'on voyait ça comme du domaine de la fiction. J'ai passé, moi qui n'ai pas aimé beaucoup passer toute une nuit de veille, j'ai passé la nuit devant la télé pour voir les premiers pas de l'homme sur la Lune. En direct en plus. En direct, oui. Parce qu'on avait la télévision quand même à ce moment-là. On était en 69 et ça c'est un événement qui ne nous a pas servi dans le quotidien, mais qui a été marquant. Oui. Même pour ma fille qui avait 15 ans à ce moment-là. Et ça nous a beaucoup impressionné que ce qui était comme une fiction irréalisable était devenu une réalité. Maintenant, c'est presque de l'autre fois. Il y a déjà bien des années. Et justement, alors on parlait de la télévision. Est-ce que vous vous souvenez du jour où la télévision est arrivée dans votre foyer? Du jour exact, je ne me rappelle plus. Enfin, de l'époque. Oui, mais la télévision à ses débuts, parce qu'elle était en noir et blanc,
les premières fois que j'ai vu la télé, c'était chez un voisin et ça ne m'avait pas du tout emballé. Les images étaient, étaient floues, c'était en noir et blanc bien sûr. Bon, enfin, j'ai dit, oh, moi, je ne suis pas d'avoir la télévision. Et puis, petit à petit, elle est rentrée dans presque tous les foyers, quoi. Mais vous l'avez eu à peu près? Je ne me rappelle plus trop la date. Enfin, et puis en couleur. Dans les années 60, maintenant, on ne saurait s'en passer, c'est presque abusif, mais enfin. Et aviez-vous une auto? Et vous-même, aviez-vous une automobile? À partir de quand? Et vous-même, avez-vous conduit? Ah oui, une auto, j'en ai toujours vu. Ça, même quand j'étais toute petite, il y avait une voiture une torpedo, Berlier torpedo, dans le garage. Mais c'était plus un instrument de travail qu'un instrument de loisir. Parce que mon grand-père, qui était un vieil agriculteur, un battant et très parti de rien, qui était arrivé, non pas à pas grand-chose comme on dit, mais au contraire qui était arrivé à agrandir son territoire d'une façon assez étonnante dans sa seule vie. Et il avait le commerce des bestiaux qui l'avait surtout donné une certaine aisance. L'automobile que mon père conduisait, lui n'en a pas conduite, mais lui servait beaucoup à se déplacer pour aller sur les foires. Mais il fallait toujours revenir, qu'il y en ait un qui revienne à pied avec les bestiaux, dame, qu'on achetait souvent. Et alors, et vous-même, vous avez conduit? Je me suis mise à conduire assez tardivement. Il y en avait déjà qui savaient conduire. Puis l'entraînement, je voyais mes copines le faire. Alors, je me suis mise à conduire. Et puis, j'étais pas une conductrice très intrépide, mais enfin, j'étais contente, c'était une satisfaction pour moi. Bien. Je suis un peu fatiguée. Oui, on arrive à la fin. Alors, ça tombe bien. Si vous voulez, même on peut s'arrêter là. Hein. J'avais prévu vous demander peut-être, votre vie, estimez-vous que vous avez une vie facile, une vie, comment qualifieriez-vous votre vie? Parfaite, non, il n'y a rien, jamais de parfait. Il y a eu des heures avec mon mari, on s'est chamaillé, il y a eu d'autres histoires, bon. Mais enfin, je crois que dans l'ensemble, j'étais une favorisée quand même, parce qu'il y en a qui ont tellement de malheurs, de morts, de jeunes surtout, que, j'estime, ce qui m'a le plus gâché la vie, c'est des états facilement dépressifs. Ça a été, j'en souffre encore même, malgré mon grand âge aujourd'hui. Ça a été un handicap de ma vie, mais enfin, il faut faire avec, tout le monde a bien quelque chose. Alors j'ai une dernière question, mais je trouve que ça va être assez vite. Vous allez mettre peu de temps pour y répondre. Quelles sont les valeurs essentielles pour vous, celles que vous vous êtes efforcé de transmettre à votre enfant, vos enfants? Eh bien, je crois que une valeur essentielle, je ne sais pas si je l'ai toujours bien appliquée, mais c'est la bonté, la charité, essayer de... Et puis la sincérité aussi, enfin... Comment dire? Il y a un mot qui m'échappe. La loyauté, l'honnêteté. Oui. J'aime pas le mensonge. J'aime pas la droiture. Une certaine droiture, oui. Peut-être que j'ai hérité de mes parents, j'en ai pas un mérite particulier, mais on est avec un certain tempérament qui a été légué par ceux qui vous ont précédé, qu'on essaye de transmettre à ceux qui viennent après vous. Eh bien, je vous remercie. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À moi aussi. C'était très bien, je crois. Hein? Je crois que c'était très bien.